Bonjour et bienvenue sur Perdu de vue. Il y a quelques mois, on s'est donné le projet de partir à la découverte de plusieurs lieux abandonnés dans le sud de la France. C'est un projet qui nous a demandé beaucoup de temps et beaucoup de travail et on est super content de pouvoir le présenter aujourd'hui. Urbex, c'est partir à la découverte de lieux abandonnés, interdits, inconnus ou difficiles d'accès. Contrairement à ce que certains pourraient imaginer, l'exploration urbaine est une pratique qui se fait dans le respect total. On ne rentre pas par effraction, on ne vole pas, on ne dégrade pas et on ne divulgue pas les coordonnées du lieu. Tout cela afin de permettre la conservation du site. Malgré cela, l'urbex reste une pratique illégale et dangereuse, au vu de l'état de dégradation de certains lieux. L'exploration urbaine comporte aussi quelques contraintes qui sont importantes à relever. La plupart des lieux abandonnés sont très souvent sous vidéosurveillance, sous alarme ou alors très difficiles d'accès. Nous passons nos nuits à rechercher et à nous documenter sur de nouveaux lieux sortant de l'ordinaire. Et justement, c'est cela qui nous anime. Ne pas savoir ce que l'on va trouver, ou même si l'on va pouvoir pénétrer dans le lieu, cette adrénaline qui monte à chaque nouvelle visite et l'émerveillement à la découverte de celui-ci. Notre objectif était de mettre en lumière la beauté et l'authenticité de ces lieux trop souvent oubliés. Certains sont tellement bien préservés qu'on pourrait avoir l'impression qu'ils sont restés figés dans le temps, tandis que d'autres peuvent être criblés de graffitis. Et c'est cette diversité qui nous plaît le plus, le simple fait de pouvoir immortaliser des ambiances et des temporalités différentes, et ainsi les partager par le biais de la photo et de la vidéo en y offrant une dimension artistique. Pour pouvoir réaliser ce projet qui nous tenait vraiment à cœur à tous les deux, on a décidé de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule. Ça nous a permis de récolter des dons et particulièrement énormément de soutien, de votre soutien, vos messages, vos encouragements et cela nous a permis de réaliser ce projet. Et c'est grâce à vous qu'il a pu prendre vie. On vous le montre aujourd'hui, on en est très fiers et le voilà. Donc après avoir chargé toutes les affaires dans la voiture, on s'est dirigé en Ariège vers la première personne qui nous hébergeait. Et il se trouve que cette personne en fait connaissait déjà un spot là-bas et elle a pu nous faire visiter. C'était en fait une usine qu'elle connaissait dans son enfance qui a fermé récemment. Donc on a pu aller là-bas et la visiter rapidement. En soi, l'usine n'était pas super intéressante, mais il y avait une belle structure métallique, donc on a pu monter là-haut et faire des photos et des petits plans au drone. Pour escalader, on a dû monter par une échelle qui était à 2 mètres de haut, donc sauter pour pouvoir s'accrocher à l'échelle et ainsi grimper et passer sur les toits pour pouvoir accéder au silo. Et de là-haut, je te laisse expliquer. Du coup, on est monté par cette échelle pour arriver sur la structure métallique et j'ai décidé de prendre un plan au drone. Un habitant du village a entendu le drone et du coup, on peut remercier qui est venu nous chercher avant que les flics arrivent sur place en camionnette. Du coup, après avoir fait ce petit spot sympa pour introduire le road trip, on revient chez la personne qui nous hébergeait pour dormir et le lendemain, on repartira vers un spot un peu plus intéressant. Pour le deuxième jour, on est parti visiter un domaine. C'est un complexe hôtelier assez connu, mais toujours très sympa pour les photos et pour la vidéo. Quand on y est allé, en fait, on s'est rendu compte que tout le terrain était entouré en fait de grandes palissades assez hautes. Donc on a dû les escalader, passer par-dessus pour pouvoir rentrer. Après, on a pu faire la visite, on a bien kiffé. Ce complexe hôtelier, il a été construit il y a 30 ans et il a été racheté il y a 15 ans par une association qui s'occupe de l'accueil de personnes handicapées. Mais il a subi une liquidation judiciaire qui a causé sa perte et il est donc abandonné depuis plusieurs années maintenant. Malgré qu'il soit connu, c'est un spot qui est vraiment sympa parce qu'il se situe au milieu de la forêt et les bâtiments sont vraiment cool avec une architecture vraiment étonnante et qui change de ce qu'on voit habituellement. À l'intérieur du spot, le spot il est divisé en plusieurs parties et on a dû trouver un accès à chaque fois, donc on a dû trouver un accès différent pour accéder aux chambres et pour accéder à la piscine, parce qu'il y a une grande piscine à l'intérieur du complexe. Mais comme on a pu voir, en fait, c'est des accès qui ont déjà été créés par d'autres personnes qui sont passées avant nous. Donc il y avait des planches de bois par exemple à côté d'un toit qui permettait de passer par-dessus le vide et pouvoir accéder du coup à l'intérieur du bâtiment. Donc ça c'est quelque chose qui se fait très souvent en urbex, des gens qui recréent des accès pour pouvoir revenir plus souvent dans le site sans avoir besoin d'à chaque fois passer par des endroits plus compliqués. Donc au final, une visite bien sympa, mais qui nous aura valu un petit papier posé sur le pare-brise par les propriétaires du camping qui se situe à côté du spot. On est bon ?
Après la visite, on s'est dirigé directement vers un château, donc on s'est garé un petit peu loin pour pas être visible comme on fait pour la plupart des urbex qu'on visite. Et on est allé à pied jusqu'au château. Donc ça a été une visite catastrophique parce que c'était un spot qui était surveillé par des caméras et tous les accès étaient totalement murés et palissés, donc on n'a pas pu rentrer. Bon, du coup, on a essayé de rentrer, sauf qu'on n'a pas trouvé d'accès. En fait, tous les accès, ils sont en hauteur et ils ont retiré le bas des gouttières pour pas qu'on puisse monter. Et en plus, le site, il est truffé de vidéosurveillance. Du coup, c'est plutôt chaud. Avant de partir, je me dis que c'était peut-être une bonne idée de faire un petit plan au drone du château. Et je vais faire un drone en reculant et en montant. Sauf que je vois très vite des feuilles qui apparaissent sur le retour vidéo. Et je comprends que mon drone est craché à 40 mètres de hauteur dans un arbre, dans un château surveillé avec des alarmes. Pour le récupérer, on voulait pas partir sans le drone, c'était pas possible. On a fini par en fait lancer des pierres pendant 30 minutes à 20 mètres de haut pour essayer de taper dans les branches. En devant le passer drone. sous le champ des caméras forcément. Au bout de 30 minutes, on a réussi à le faire tomber. Juste une hélice de cassée, on a racheté des hélices et c'est reparti de plus belle. Pour repartir, on est parti par un autre chemin et en fait, avant d'arriver à la voiture, comment dire, on a fait une découverte un peu surprenante. On vous en parlera dans un autre épisode. Je te laisse... Pour partiser les choses trop, on est tombé sur un cadavre en urbex. Voilà, On on en pour reparlera. expliquer ça plus en détail. Évidemment, ça a dû nous écourter la journée, on en parlera plus en détail, mais on a dû faire un détour à la case police afin de régler cette histoire. Donc après cette journée un petit peu misérable, on est rentré dans un camping, puisqu'on dormait dans un camping ce soir-là. Et en fait, en rentrant vers ce camping, on est passé devant un cimetière de train qu'on a vu en voiture. Donc on s'est dit qu'on allait noter le spot pour peut-être plus tard. Donc finalement, on a décidé de se préparer pour le faire le lendemain matin. Donc on s'est mis à réveiller à 4h et le lendemain matin, à 4h, on était parti. On arrive, on se gare un peu loin de l'endroit, etc. On avait fait nos repérages, donc on savait par où rentrer et par où passer pour éviter donc, la surveillance, les gardes, etc. Et en fait, en arrivant, donc, on se rend compte que déjà, il y a un énorme projecteur sur une tour qui éclaire en fait tout le cimetière de train. Que ça va être encore plus compliqué pour nous parce que du coup, on va être vraiment beaucoup plus visible. Afin d'être quand même moins visible, notre but c'était de rentrer dans le cimetière de train et de dormir un petit peu sous les trains en attendant le lever du soleil pour pouvoir faire des photos avec le soleil qui se levait. C'est ce qu'on a fait, on a escaladé une barrière pour s'introduire dans le cimetière. On est passé en longeant les trains, puis on a décidé de faire une petite sieste sous les trains en attendant le lever du jour pour pouvoir enfin filmer et faire des photos. Ok, donc là on doit attendre sur le spot à peu près 50 minutes que le soleil se lève. Et après je pourrais commencer à shooter. Pour l'instant on fait des petites photos de nuit. Au lever du jour, quand on a décidé de commencer à filmer, j'ai commencé à faire quelques petits plans et tout, et on s'est rendu compte de quelque chose. Gaël, est-ce que tu veux expliquer? Donc on s'est rendu compte qu'en fait, si vous voulez, j'avais la GoPro accrochée sur l'appareil photo pour filmer aussi quelques plans à côté. Et en fait, je me rends compte qu'à un moment, j'ai plus la GoPro sur l'appareil photo et donc la GoPro est quelque part dans le cimetière de train, au milieu de ces centaines de trains, dans les hautes herbes, etc. On a quand même pu récupérer quelques photos sur ce spot, mais en échange d'une GoPro. Donc du coup, il y a le jour qui vient de se lever. Donc pendant 30 minutes, on va faire quelques photos, je pense. Et puis après, on va partir parce que ça a l'air d'être pas mal surveillé. Et du coup, on va essayer de partir pas trop tard. Vas-y, go.
Après le cimetière de train, on se dirige vers un cargo abandonné qu'on avait repéré depuis un petit moment et qu'on souhaitait faire depuis un moment. Il devait être démantelé et finalement ça n'a pas été fait. C'est un cargo de 80 mètres de long et de 3000 tonnes, donc c'est vrai qu'il est quand même assez imposant, il était super sympa. Quand on est arrivé sur les lieux, on s'est rendu compte qu'en fait, on le savait déjà, mais qu'il se situait en plein milieu d'un port. Il était dans la partie sécurisée d'un port en fait. Il fallait passer par un portail et il fallait un badge pour ouvrir ce portail. Même il y avait des pêcheurs qui étaient déjà en train de pêcher juste à côté du cargo au moment où on est arrivé. Comme il a dit, il y avait ce fameux portail où il fallait badger pour pouvoir accéder à la partie sécurisée dans laquelle se situait le bateau, avec une caméra au-dessus du portail qui filmait en fait directement le portail et le bateau. On a dû attendre en fait qu'une voiture passe par le portail et badge par l'autre côté pour pouvoir s'infiltrer par le portail juste après et ensuite rentrer en faisant une traction par un petit bout du bateau qui dépassait. Où une fois à l'intérieur du bateau, on a pu découvrir qu'il restait encore tout à l'intérieur. Donc on pouvait voir encore les manteaux des marins, il y avait aussi les cigarettes des marins avec le briquet encore à côté, vraiment tout en état. C'est vrai qu'on a été super surpris parce qu'il y avait encore tout dans le spot, tout était à sa place et tout était encore visible. Il y avait par exemple aussi les plans des bateaux. On a pu visiter notamment 2 salles qui étaient vraiment super intéressantes. Donc il y avait la salle du cockpit, depuis laquelle on peut diriger le bateau, et la salle des moteurs. Donc sur un cargo de 3000 tonnes, c'est vraiment super impressionnant. La salle des moteurs, il y a beaucoup de machinerie. En plus, elle était peinte de différentes couleurs, donc on a pu sortir des photos assez sympas. Ouais. Vraiment, c'était un des spots que j'ai préféré au niveau de l'infiltration et tout. C'était Mec, Premier spot d'urbex sur l'eau. Ok, clutching, à bord. Pour ressortir du bateau, on a dû attendre encore une deuxième fois qu'une voiture arrive et ouvre le portail en badgeant pour qu'on puisse redescendre après. Donc après 10 minutes d'attente, il y a une deuxième voiture qui est passée et puis on a pu repartir sans souci. Et du coup après ces 2 spots qui étaient quand même haut en émotion, on a décidé de se diriger vers un spot un peu plus sympa. On se dirige vers une ancienne piscine abandonnée qui a fermé parce qu'elle était plus conforme aux règles de sécurité. C'était assez joli parce que la piscine était totalement graffée, donc on a pu faire des photos sympas, on s'est baladé et tout, c'était assez cool.
Mais c'était plus un petit spot pour décompresser des 2 gros spots qu'on avait fait avant et aussi pour se préparer à la route parce qu'on est allé jusqu'à Montpellier pour pouvoir dormir là-bas. Donc après avoir passé la nuit à Montpellier, on se dirige le matin vers un hôtel abandonné qui a le droit à plusieurs villes parce qu'au début c'était une maison de retraite pour sportifs. Après ce fut un hôtel et maintenant il a été abandonné. Il a survécu à un incendie mais qu'il a quand même pas mal ravagé. Et depuis en fait il a été totalement graffé, donc l'intérieur et l'extérieur du sol au plafond il est rempli de graphes. Et en fait c'est vrai que finalement ça donne un aspect vraiment très appréciable au spot et vraiment différent de ce qu'on peut voir habituellement. Parce que c'est vrai que souvent dans la communauté de l'urbex, les tags c'est assez mal vu parce que la plupart du temps ça dénature le spot et ça enlève un peu son authenticité. Mais là, comme tout le spot est graffé, et il faut dire que ça se lie assez bien à l'architecture, ça rend finalement un spot qui est super cool à visiter et on peut rendre des photos incroyables. Et puis c'est vrai qu'on s'est aussi rendu compte que ce lieu étant situé en plein milieu d'un village, c'était aussi en fait un lieu de rencontre pour les graffeurs, pour les personnes qui habitaient autour, etc. Et en fait les gens se retrouvaient ici, visitaient en famille, etc. Et voilà. Donc finalement, bien que ce lieu soit connu et surtout connu des graffeurs, c'est vraiment ce qui a donné son charme et ce qui permet d'en faire un lieu assez exceptionnel et plutôt reconnu dans le monde de l'urbex aujourd'hui. Après la visite du château précédent, on se dirige donc vers un parc d'attractions abandonné qu'on avait repéré et qu'on voulait vraiment faire parce que c'est un spot qui sort vraiment de l'ordinaire. On avait tous les deux extrêmement envie de faire un parc d'attractions abandonné et on avait la possibilité de faire celui-là. Donc c'est parti, on prend les affaires, on y va. Il était un petit peu loin, on a dû faire quand même pas mal d'heures de route pour y accéder et faire un détour. Mais bon, ça valait le coup, on était super contents, c'était super. Ce parc d'attractions en fait a été construit en 1990 et suite à plusieurs fermetures et ouvertures, il a fini par fermer définitivement en 2014. Donc le parc a déjà commencé à être un peu démantelé, donc il y a quelques attractions qui ont été retirées, mais il reste pas mal d'attractions qui étaient vraiment cool à photographier. Il reste notamment 2 toboggans, un toboggan aquatique qui est vraiment très grand et un petit toboggan en forme de serpent. Il reste aussi une petite attraction qui consistait à descendre des pentes avec des bateaux. Et il restait un bateau là-bas, donc on a pu s'amuser à descendre des pistes avec ce bateau. Moi je trouvais ça intéressant parce que c'était un spot un peu insolite comme le cargo qu'on a pu faire, ça change des châteaux ou des usines qu'on peut faire assez souvent. En soi, malgré qu'il y ait quelques attractions qui aient été supprimées, le parc garde quand même énormément d'intérêt et beaucoup de charme, que ce soit en vidéo ou en photo, c'était super sympa. Et donc du coup, même si on peut pas trop vous révéler d'informations par rapport à ce spot afin de protéger le lieu, on va quand même vous montrer quelques images qu'on aura pu tourner là-bas. Après avoir passé la nuit sur Toulon, on se dirige autour de Grenoble pour visiter un château datant de la fin du XVIIe siècle. Ce château il est assez surveillé parce qu'il y a un garde qui vit sur le lieu et donc fait des patrouilles pour surveiller. Donc en fait il faut contourner pour pas passer directement devant la maison du garde, donc on a dû passer sous des barbelés et ensuite passer par 3 murs pour arriver finalement dans l'enceinte du château. Une fois arrivé à l'intérieur du château, on découvre un lieu qui est vide mais avec une architecture vraiment typique. On peut quand même retrouver quelques objets qui témoignent de son passé, et le plus important c'est quand même les salles et l'architecture globale du château, qui même vu de l'extérieur est vraiment impressionnant. Ce château il est connu dans le milieu de l'urbex particulièrement pour ses escaliers, donc nous on a fait le déplacement vers ce château surtout pour voir ça et pour pouvoir visiter ce lieu, et on a été aussi très surpris par l'extérieur du château qui est vraiment magnifique et très impressionnant avec une vue qui se dégage sur les montagnes et sur le paysage. Et surtout un château parfaitement conservé, il n'y a aucun tag, il n'y a pas des pièces qui ont été cassées, donc vraiment un état de conservation plutôt remarquable. On s'arrête assez rapidement à Grenoble parce que c'est une ville qui n'a pas non plus énormément d'intérêt. On a pu visiter une université qui est abandonnée depuis maintenant un moment et on a pu sortir qu'un plan au drone, on vous le montre de suite, c'est celui-là.
Après avoir rapidement fui Grenoble, on se dirige vers un hôpital qui date du 19e siècle et qui a été construit grâce aux dons d'un enfant du pays qui a fait fortune. C'est un très grand ensemble architectural qui tient en son sein une chapelle. Bon, évidemment, comme c'est un hôpital, on espérait trouver un petit peu plus de matériel médical que ce qu'on a trouvé, mais on a quand même pu tomber sur quelques matériels qui restaient encore, qui nous a permis de sortir quelques photos. Après plusieurs heures de visite et dans tout en haut du bâtiment, on découvre une trappe dans le plafond qui nous permet d'accéder sur le toit du bâtiment. Donc on a toute la vue sur l'extérieur et sur la chapelle qui se trouve en son sein. En plus, on a eu la chance d'arriver sur le toit à un moment où c'était le coucher de soleil, donc on a pu tirer quelques plans sympas. À la fin de cette exploration, on est directement allé visiter un ancien sanatorium qui est devenu un hôpital et qui a fermé ses portes en 2008. Et il a subi un sort un peu insolite pour un urbex puisque c'est devenu un terrain d'airsoft. Il y a une entreprise d'airsoft qui a racheté le terrain et donc qui organise régulièrement des parties d'airsoft. Là, on part pour la visite d'un château abandonné dans un petit village. La partie gauche du château en fait a été réhabilitée donc en plusieurs appartements. Donc des personnes vivent actuellement dans ces appartements, ce qui rend la visite du château et l'exploration beaucoup plus compliquée du fait que du coup il ne faut pas être vu ni entendu. On a dû accéder à visiter ce château par le portail principal. Parce qu'il faut savoir que ce château en fait a été construit à l'emplacement d'un ancien château moyenâgeux, donc c'est sûrement ça qui explique l'existence de douves qui entourent tout le domaine. On arrive face au château, on décide de le contourner un petit peu et de rentrer par une grange sur l'extérieur. Et quand on rentre dans la grange, très bonne surprise, on découvre une voiture de l'époque abandonnée. Après avoir filmé les plans que vous venez de voir, on contourne le château donc par le jardin pour rentrer par l'arrière. L'entrée était plutôt facile. On arrive dans ce château plutôt vide, mais connu pour ses tapisseries. C'est un château qui a même été renommé le château du tapissier. Et donc du coup, voici les différentes pièces qu'on aura pu voir durant cette exploration. Après cette exploration, on va être amené à visiter un manoir magnifique perdu au milieu de la forêt. On a dû se garer assez loin du château et passer à travers la forêt pour pouvoir y accéder. Parce qu'en fait, il y a une route qui va vers le manoir, sauf qu'on passe directement devant chez les voisins. On a préféré passer par la forêt, bien que ce soit vachement plus compliqué et vachement plus long, au moins on avait moins de chances d'être vus. Et on arrive donc dans un manoir qui malheureusement a été ravagé par le feu. Malgré cet incendie, le manoir est resté quand même en partie intact. Mais c'est vrai que la façade en briques rouges est assez atypique et rend très bien en vidéo. Il y a quand même une pièce qui nous a vachement marqué, c'était la pièce du salon, puisqu'on pouvait retrouver 2 fauteuils rouges et une magnifique cheminée. Ça nous a permis de sortir une photo assez sympa.
On fait un petit tour par l'étang qui se situe juste en face du château pour repartir. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il reste toujours des petits poissons rouges dans cet étang, alors que le manoir a été abandonné il y a de nombreuses années. Il y en a un qu'on a nommé Barnabé. C'est vrai. Mhm. Moi, je l'avais appelé Jason. Jason. Il y avait Jason et Barnabé. De retour vers Toulouse, on se dirige vers un château qui se nomme le château du Colonel. En référence à un portrait d'un colonel qui se trouve dans la salle principale. Ce château fut construit par un architecte toulousain en 1545. On vous fera peut-être une vidéo dédiée sur son histoire. Voilà quelques images de ce château. Et enfin, c'était venu le moment de repartir vers... Sauf qu'on s'est rendu compte que par notre itinéraire, on passait en fait pile sur un spot qu'on voulait faire depuis quelques temps, mais on n'avait jamais eu trop l'occasion de passer à côté. On s'est dit que c'était le moment. Très bonne surprise quand on arrive dans ce village, parce qu'on voit ce château de plusieurs dizaines de mètres de haut qui surplombe tout le village, magnifique, un énorme château fort. On est très content, mais on a aussi très peur de ne pas pouvoir y rentrer. On se gare pas très loin, on sort les affaires, on prépare le matos, et on y va. On rentre dans ce château, et là on découvre les premières pièces, des pièces gigantesques. L'attraction principale de ce château, c'est une grande sculpture d'un chevalier. C'est pour ça que le château est surnommé le château du Chevalier Blanc. Donc on a eu l'occasion de voir cette sculpture de nos propres yeux et vraiment, il faut dire qu'elle apporte un charme fou au château. Cette vidéo est enfin terminée, merci à tous de l'avoir suivi. Et vous trouverez en description un lien vers un site avec toutes les plus belles photos disponibles sous forme de poster avec un book de photographie. Allez, ciao. Ciao.